On est dans un cadre apprenant, puisqu'il y a plusieurs structures d'apprentissage sur le campus nature. Il y en a un qui s'appelle le CFPPA. Le A, c'est adulte. Je dis pas de bêtises. Ah, c'est adulte quand même, c'est agricole, donc ça sert à plusieurs trucs, c'est pratique. Et ce sont donc ces apprenants qui sont en maraîchage bio, je parle sous votre contrôle, qui ont pensé l'instant, qui ont voulu l'instant, qui l'ont pensé, qui l'ont structuré, qui vous ont sollicité et qui ont fait que j'ai pu faire la grasse mat ce matin ils m'ont déjà bien mâché le travail. Je le dis en plaisantant, mais c'est important, on est vraiment dans un cadre d'apprentissage et donc ce qui est en train de se passer là, le truc auquel vous participez, ça fait partie de leur travail, c'est eux qui l'ont structuré et c'est eux qui vont le faire transpirer grâce à cette caméra-là et qui vont diffuser le message et peut-être que vous l'avez entendu quand Monsieur Dehay, je ne me trompe pas, l'a dit, ça va aussi se transformer en support pédagogique en interne pour les apprenants. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Donc, le premier de ces plateaux, on a 1 heure, donc voilà, toc, bing. Le premier de ces plateaux s'intitule « Quelle perspective économique et sociale pour l'agriculture de demain ?» Et l'élément le plus important, c'est peut-être le point d'interrogation qui est à la fin. Donc je vais vous donner des éléments de contextualisation pour expliquer un peu le pourquoi de ce plateau. Le poids de l'agriculture en France et en Europe s'est réduit de façon significative depuis plus d'un demi-siècle. La politique agricole commune est le premier poste de dépenses au budget de l'Union européenne, représentant 30% des dépenses communautaires en 2015. Le poids de l'agriculture dans le PIB français est passé de 5% à moins de 2% en 30 ans. En France, le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 4 en 50 ans. Ainsi, la part de la population active agricole dans l'emploi est passée de 31% en 1955 à moins de 3%. Je le redis, 31% en 1955 à moins de 3% en 2017. De plus, l'opinion publique ne cesse de se dégrader. L'agriculteur, un citoyen utile, vertueux, sympathique, pauvre, courageux, mais aussi pollueur, dangereux et assisté, point d'exclamation. Pour finir, le nombre de passages à l'acte au suicide a été multiplié par 3, avec un taux supérieur de 20 à 30% au reste de la population sur ces 5 dernières années. L'idée, évidemment, merci. Les deux en même temps. Vanille fraise, donc double parfum, d'accord. On finit par une question, donc, qui est celle du début quasiment. Entre défis économiques, pression sociale et pénibilité du travail, vers quoi l'agriculture se dirige-t-elle? Alors, le danger est grand, une fois qu'on a posé le décor, une fois qu'on a contextualisé, de s'installer dans une posture un petit peu mortifère. Là n'est pas le propos. On a posé ces éléments qui ne sont pas tous porteurs d'optimisme, hein, vous l'avez entendu, et par les faits et par les chiffres, simplement pour inviter une réaction et expliquer un certain nombre de choses. Vous avez tous des choses à faire valoir par rapport au contexte et aux questions qui ont été posées. Si vous voulez bien, je vous propose que vous commenciez chacun votre tour à vous présenter, que vous donniez une première coloration de ce que vous pensez, et on peut peut-être le résumer à cette question finale entre défis économiques, pression sociale et pénibilité du travail. Vers quoi l'agriculture se dirige-t-elle? Et je vous invite à vous emparer du pan, de la partie de cette question qui vous intéresse le plus, ou de tous les éléments si vous le souhaitez. Alors je ne sais pas dans quelle partie vous avez été... on va faire comme ça, de manière chronologique. Je vous invite à prendre un micro, donc simplement votre nom, ce que vous faites, ce que vous représentez comme structure. C'est à vous. Merci. Donc François Riouet, je suis producteur de lait et de viande en race normande à Perrier. Et donc je fais du lait AOP beurre crème désigné, et puis j'utilise le bois de mes haies pour faire du décopeau pour le chauffage de ma communauté de communes et de mon collège via l'organisation de producteurs Ecobois départementale. Voilà, et là je suis au titre des jeunes agriculteurs, je suis président des jeunes agriculteurs de la Manche. Et donc je peux vous présenter, comme ça a été dit rapidement, c'est un syndicat agricole. C'est un syndicat agricole où on défend la profession agricole, notamment l'agriculture de type familial. Qu'est-ce qu'on entend dans l'agriculture de type familial? Ça veut dire que on souhaite et on veut que
agriculteurs, enfin ceux qui travaillent, soit les décideurs et ceux qui récupèrent le fruit de leur travail. Et donc, voilà, on est plus à mettre en avant l'aspect association d'agriculteurs et être actif agricole plutôt que d'autres formes de type d'entrepreneuriat. Voilà. Et donc, sur l'agriculture familiale, et qui répondra à votre question, nous, donc, on a un triptyque qui est, on veut une agriculture viable, donc côté économique, parce que quand on a une passion, c'est important d'en vivre, parce qu'au quotidien, voilà, il faut assurer les besoins et aussi du lendemain. La notion de vivable, parce que vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez si vous vivez mal votre métier. Ou le fait de pas assez gagner justement sa vie, il faut à trouver des solutions aussi pour que voilà, on s'épanouisse dans notre métier, parce que c'est à la base une envie et une passion. Et transmissible parce que l'agriculture, c'est le secteur primaire, c'est pas comme d'autres secteurs secondaires ou tertiaires comme ceux qui ont pris la place dans les pourcentages là. Et que au-delà du nombre d'exploitations, soit il a baissé, c'est pas vraiment ça qui nous inquiète, c'est plus le nombre de paysans qui baisse. Parce qu'on a à dire qu'on peut être dans une ferme avec plusieurs associés, au bout du compte, voilà, elle a peut-être agrandi, mais si on a autant de travailleurs qu'avant, et qu'ils arrivent à respecter les 2 premiers critères, viables et vivables, ça ira. Et donc transmissible parce que voilà, on travaille avec la nature, on travaille avec le capital sol, le capital air et eau, et donc le vivant. Donc il faut que les pratiques qu'on a aujourd'hui ou qu'on a pu avoir, elles soient adaptées pour que demain la génération qui nous succède, et je parle ça parce que je suis jeune, donc j'y pense quand même, parce que en tant que jeune actif, que la génération d'après puisse continuer, quoi. Très bien, merci beaucoup. Alors, peut-être un éclairage, puisque vous avez ouvert une piste ou deux. Effectivement, on a avancé un certain nombre de chiffres sur la typologie de ce qu'est l'agriculture en France. Aujourd'hui, on a dans la Manche une position un tout petit peu particulière, dans le sens où on est le premier département agricole de France, qui n'est pas entièrement anodin, avec cet élément qui nous dit que 8,47% de la population active est en lien avec l'agriculture, ce qui n'est pas tout à fait anodin, dans le sens où la moyenne française est à 3,1. Donc effectivement, on a vu une évolution avec des chiffres qui tendent vers le moins d'une part, mais la Manche continue d'incarner un pan agricole extrêmement fort. Donc on a bien entendu le tiraillement, ou plutôt la complémentarité des deux actions, enfin des deux réalités auxquelles vous êtes confrontés, cette dimension familiale, donc on peut lire un vernis social, et puis aussi l'obligation malgré tout de se poser en chef d'entreprise, avec la pérennité, vous l'avez amené dans le débat, la notion de transmission. Donc on pourra revenir sur ces éléments-là tout à l'heure. François Dufour, qui est déjà dans les starting blocks, on vous a un peu cruellement résumé par élu politique sur ma petite feuille. Je vous laisse dérouler votre CV. Si vous avez une sieste à faire ou des courses, vous revenez dans un quart d'heure, parce qu'il y a un peu d'antériorité. François Dufour est déjà bien identifié dans les radars de l'agriculture dans la Manche. C'est vrai que je suis effectivement élu et au nom d'un parti politique, c'est clair. Donc moi j'ai donc été paysan toute ma carrière et installé en 1976, aide familiale auparavant, dans l'exploitation familiale. Et en 2015, nous avons transmis l'exploitation à 2 enfants qui, par un retour à la terre à 30 ans et à 35 ans, un pédicure bovin et une éducatrice jeune enfant, revenus reprendre cette ferme que l'on avait fait évoluer en 98 en agriculture biologique, sur une ferme de 34 hectares en fermage, avec 4 productions, c'est très, très important. Production laitière, lait qui fabrique de la crème de la marque Vrai, je fais de la pub. Un petit élevage de volailles en plein air, 250 poulets par mois en vente directe vers Paris. Et un peu ici, un verger de 3 hectares dont une partie est transformée en jus de pomme, 17 000 litres de jus de pomme par an, vendu la moitié vers Paris, dans le cadre d'un GIE, et l'autre petite production, ou je dirais plutôt activité, qui a déjà 24 ans maintenant, c'est un petit camping à la ferme, qui pour nous avait été extrêmement important pour s'ouvrir à la société, et puis décloisonner l'exploitation agricole et
nous retrouver 3 ou 4 mois par an, et je dirais maintenant même toute l'année, parce que le camping est ouvert toute l'année et il y a du monde tout le temps. C'est d'être au contact avec plein de gens qui viennent nous apporter plein de choses et qui remportent plein de choses. Voilà. Et beaucoup d'enfants qui viennent découvrir une ferme. Voilà. Aujourd'hui, la ferme, c'est 50 hectares et les enfants, donc, on l'a reprise en fermage il y a 2 ans. Voilà, donc effectivement, je suis élu depuis 3 mois, il n'y a pas longtemps. J'ai été élu entre 2010 et 2015 en tant que vice-président de cette région Basse-Normandie, en charge de l'agriculture. Et depuis 3 mois, j'ai été renommé à la région, puisque Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture, je pense que je ne suis pas à la hauteur du ministre, mais c'était comme ça sur la liste que nous avions mis en commun au 2e tour des élections régionales. Eh bien, c'était moi qui étais sur la liste d'après. Et le préfet de région m'a donc demandé de reprendre la région. Voilà, donc j'ai réintégré la commission agriculture. Vous avez tué pudiquement l'étiquette sous laquelle vous êtes affiché. Ici, on peut citer des marques. Ouais. Pas... Oui, j'étais sur la liste Europe Écologie Les Verts, dont j'étais donc tête de liste pour la Manche il y a 5 ans. Et voilà, donc il y avait eu que 4 élus au 2e tour sur cette liste, et j'étais le numéro 5, voilà. Puisque au 2e tour, il faut faire alliance pour pouvoir exister au 2e tour. Alors, voilà, donc moi, par rapport à la question quelle agriculture demain, je dirais quelles agricultures et quel tissu social on peut avoir dans le département de la Manche. Alors, effectivement, mon voisin de droite disait tout à l'heure que c'est pas tant le nombre de sièges d'exploitation qu'on pourrait garder, mais le nombre d'agriculteurs, effectivement, c'est bien le nombre d'actifs agricoles. Et là, vous avez cité, Dominique, tout à l'heure, que la Manche restait à 8% par rapport à d'autres régions de 3%, 3,1% plan national. Malgré tout, il y a une grande souffrance, une souffrance au travail, parce qu'on a beau moderniser les outils, la disparition massive de nombreux actifs agricoles amène aussi une solitude dans les exploitations agricoles qui sont quand même, enfin moi je viens du Sud-Manche, c'est pas rare de trouver une personne avec 50, 60 laitières et puis un atelier hors sol à côté. Une personne seule, ça pose quand même beaucoup de problèmes parce que c'est le nez dans le guidon tout le temps. Et des revenus qui sont quand même assez faibles, ça vous le savez, on va pas refaire le débat là-dessus. Moi je pense que la vraie question, ça va être de garder quand même une base de sièges d'exploitation. Et moi ça j'y tiens, parce que la transmission des exploitations, l'arrivée de néo-ruraux et de gens, enfin on peut les appeler néo-ruraux, ou la transmission familiale n'est pas sans poser problème. Donc on aura le débat autour des questions foncières, mais la question qui va se poser, c'est la reprise des exploitations, le capital à investir, de quelle manière les choses vont se faire demain, il y a plein de solutions. Mais alors il y a cela, et puis la question du respect par toutes les filières et la grande distribution, tout comme le consommateur, qui lui aussi est contribuable et citoyen, c'est le respect du paysan pour un revenu décent. C'est une vraie philosophie de débat, mais c'est ça l'avenir de demain, parce qu'il y aura toujours besoin d'agriculture. On a une chance, c'est que la terre ne se délocalise pas. Et si on veut demain garder des agricultures à dimension humaine et répondant aux besoins et aux enjeux de société, que sont l'alimentation, le territoire, le terroir et l'équilibre global, eh bien, il va falloir des hommes et des femmes. La mécanisation est forte, mais elle ne règle pas tout, et notamment le vivre ensemble. Moi, j'y tiens beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, ça qu'aspire une bonne partie des candidats à des reprises aujourd'hui qui viennent de l'extérieur au milieu agricole. Je trouve ça très, très intéressant. D'abord parce que c'est une réalité. Il y a de moins en moins de paysans, il y a de moins en moins d'enfants de paysans. Mais le fait d'ouvrir ce débat et cette question à la société, donc je pense que la sortie, un peu, ce que j'appellerais un peu le corporatisme paysan ou agricole, naturellement va se faire, et je trouve que c'est très, très intéressant. Donc on entend plusieurs choses, on peut s'en tenir, comme moi je l'ai contextualisé tout à l'heure, à des données chiffrées. On entend bien que quantité, qualité, on entend aussi qu'il y a une capillarité nouvelle peut-être avec le reste de la société, des gens qui se réinstallent, qui se réintéressent à la chose agricole, qui vont venir alimenter la grande famille de l'agriculture. Et vous avez pris soin dès le début de poser le débat sur votre manière de vivre la chose avec quelque chose qu'on peut résumer sous forme d'agro-tourisme. Ce besoin, peut-être que vous ferez aussi, vous, transpirer cette notion-là, ce besoin de connexion avec la société, on l'a dit
tout début, lors du préambule, la perception de l'agriculteur qui, avec cette dualité, d'une part, une espèce de capital sympathie avec des valeurs cardinales, il est pauvre, il est courageux, etc., mais aussi il est peuleur, dangereux, assisté. Donc on voit bien qu'il y a toujours la question de réinterroger la place et la perception de l'agriculteur. Je voudrais juste alimenter cette réflexion-là avec une anecdote qui n'est pas personnelle, mais que j'ai pu voir pour les 40 ans de la Chambre d'agriculture de Normandie, alimenter les débats, et Henri Nallet, donc ancien ministre socialiste de l'agriculture, et Xavier Belin, donc à l'époque FNSEA, et qui faisait ce triste constat d'une espèce de fracture entre la société civile et l'agriculture, comme si l'agriculteur ne faisait pas partie de la société civile, soit dit en passant. Et donc je m'interrogeais sur quel mastic il faudrait appliquer pour colmater cette fissure-là. La réponse, je l'attends encore, et j'ai l'impression qu'on commence quand même à donner des jalons avec cette notion d'agritourisme, le fait qu'on puisse accueillir des gens pour se raconter. Est-ce que c'est peut-être un fait nouveau chez l'agriculteur que de pouvoir se raconter, de pouvoir faire transpirer, donner une visibilité à son travail? Voilà, peut-être est-ce que c'est une des clés. Est-ce que voulez-vous... D'abord, vous allez pouvoir vous présenter, Pierre Aubril. Alors, vous avez plusieurs étiquettes. Oui. Vous aussi. Il y en a une que j'aime beaucoup. Éleveur laitier bio, on peut comprendre. Je pense que tout le monde peut l'intégrer. Confédération paysanne, je pense qu'on a déjà entendu parler. Alors, Ardéar, ça c'est beaucoup plus rigolo. Si vous voulez bien, en 2 secondes, poser un petit peu le décor. En quoi est-ce que ça consiste? Alors, Pierre Aubril, je me présente toujours en tant que paysan d'abord. Parce que je suis paysan. Alors paysan parce que d'abord je suis producteur de lait bio. Alors producteur depuis 35 ans, certifié bio depuis 21 ans. Aujourd'hui, je suis en association en GAEC avec mon fils qui est installé depuis 3 ans. Donc là, c'est un début de transmission, c'est très enrichissant, très valorisant. Donc on a 90 vaches laitières normandes qui mangent que de l'herbe et du foin, en système très autonome, économe. Mais elles produisent 90 vaches, c'est un gros troupeau, un gros quota. On produit que 250 000 litres de lait, donc ce qui est un quota, une production moyenne, même inférieure à la moyenne départementale. Je suis paysan parce que j'entretiens et je façonne le paysage. J'ai replanté pas mal de haies, je suis en zone côtière de marais. Et je suis paysan parce que je suis un homme du pays où je m'intéresse à la vie sociétale de mon pays. Je suis maire depuis 21 ans et je suis vice-président de la communauté de communes de la baie du Cotentin. Donc toutes les demandes sociétales ont une importance cruciale. Et je vais vous citer une anecdote qui s'est passée hier soir sur la ferme. Mon frère qui est parisien, qui est venu en week-end prolongé avec 3 couples et leurs 6 petits-enfants qui sont venus visiter la ferme. Alors c'est vrai qu'il fait beau, au mois de mai, les vaches sont en pleine forme, donnent du lait, etc. Vous nous faites rêver, c'est formidable. Et puis de vous voir sourire, de voir un paysan heureux. Et je pense que, alors c'est vrai qu'il y a une grande diversité dans le monde paysan aujourd'hui, mais c'est quand même le plus beau métier du monde. Après, il faut s'en donner les moyens. Et il faut garder sa liberté, son autonomie. Alors c'est tout le rôle, et c'est pour ça que j'ai adhéré à la Confédération paysanne et l'ARDA, l'association de développement d'agriculture durable. Derrière, c'est justement la recherche de l'autonomie, l'indépendance. Et trop de paysans ont perdu cette liberté-là. Et on sait on sait donner des raisons, on sait mettre des mots sur ce que vous avancez. C'est certainement la course à la productivité maximale, donc qui nécessite beaucoup d'investissements, de capitaux, d'emprunts, d'endettement, de dépendance au prix du fioul, du soja, des pesticides, des semences, etc. La nature est très belle, généreuse quand on la respecte. Et donc ça, je suis de plus en plus convaincu que l'agriculture demain sera bio ou ne sera pas. On n'a pas à être dépendant de l'industrie d'une façon générale. À une condition aussi, et là j'ai beaucoup de visites sur l'exploitation aussi, de consommateurs,
de par ma coopérative Usine Sainte-Mère, où les consommateurs, les acheteurs demandent de plus en plus à venir sur les fermes voir ce qui se passe réellement. Et c'est de faire comprendre aux consommateurs, qui est le final, l'aboutissement de notre métier aujourd'hui, c'est pas de produire pour foutre dans les stocks ou dans les frigos, c'est vraiment de nourrir les hommes, mais d'une façon saine. Et aux États généraux de l'alimentation à Caen, où Stéphane Travers était là, il y avait la directrice du Crédoc qui disait la demande sociétale aujourd'hui, clairement, les gens demandent un produit de qualité qui soit bon pour sa santé dans un environnement agréable. Et il n'y aura pas aujourd'hui de marche arrière là-dessus. C'est une tendance lourde et on ne pourra pas y échapper. Et donc, à l'Ardéar et en défendant l'agriculture durable, depuis 20 ans, on a des techniques, on a des solutions. Et ça n'a rien à voir avec le monde industriel. C'est à nous de reprendre en main notre destinée. Alors, à la Confédération paysanne à l'Ardéar, c'est vraiment le leitmotiv. Et ce qui, ma philosophie d'une façon générale, moi, ce qui me motive, c'est qu'on n'hérite pas la terre de ses parents, on l'emprunte à nos enfants. Et à partir de ça, que ça soit sur mon exploitation à titre privé ou dans la gestion de la commune ou de la communauté de communes, c'est quelque chose de primordial. On est là pour transmettre et ne pas profiter sans se soucier de l'avenir. Alors, dans ce que vous dites, transpire un certain nombre d'idées fortes, d'ailleurs, qui trouvent un certain écho dans le public, apparemment. Vous avez quand même réussi à ne pas nous dire ce que voulait dire Ardéar. Association de développement régional des arts. Je comprends mieux. L'école et rural. Développement agricole et rural. Voilà. Merci. Mais, Ok. c'est tellement machinal maintenant que. Donc voilà, commence à transpirer un certain nombre de choses, puisque s'invite dans le débat le vecteur consommateur, la perception, les demandes sociétales qui évoluent manifestement. Ce rapprochement. On commence aussi à saisir le fait que l'agriculture devrait s'écrire au pluriel, les agricultures, puisqu'il y a des sensibilités différentes. On a la chance d'avoir avec nous Philippe Faucon, on continue de manière séquentielle, et en fait, l'agencement aléatoire se présente plutôt pas mal, puisque vous venez avec une étiquette chambre d'agriculture de la Manche, donc ce qui fait que vous avez une lecture assez transversale des différentes pratiques, sensibilités, dimensionnement d'exploitation aussi, certainement. Donc, vous arrive déjà une somme de questions qui ont été ensemencées par vos prédécesseurs, et on voit se dessiner quand même quelque chose sur la manière d'articuler la dimension économique, cette obligation de résultat, quel que soit le dimensionnement, quel que soit le parcours technique pour lequel on a opté. Si on veut faire une campagne, il faut que la première permette de se projeter dans l'avenir, et puis tous ces éléments-là qui s'entrechoquent avec la demande de la société. Donc je vous laisse d'abord, comme les autres, vous présenter comme vous l'entendez, et puis je vous laisse alimenter cette question comme vous l'entendez aussi. Donc Philippe Faucon, bonjour à tous. Donc moi je suis agriculteur et paysan aussi, mais j'ai plus coutume de dire agriculteur, donc je ne vais pas me renier, et producteur de lait donc, dans le sud du département de la Manche, canton de Bressay. Donc moi je suis en système conventionnel, avec des Plymolstein, un troupeau de 75 laitières en robot. Donc, et autrement je fais un peu de céréales. C'est une exploitation de 70 hectares. Donc voilà, donc installé depuis 95, comme François, j'ai été aussi aide familiale avant. Et puis par ailleurs, donc si je suis à la Chambre d'agriculture, donc tout le monde sait que c'est une élection syndicale, donc j'y suis élu donc sur la liste majoritaire, donc conduite FDSEA et JA. Donc moi je suis élu FDSEA. Donc plutôt maintenant en charge des questions d'emploi, mais j'ai été longtemps aussi impliqué sur les questions environnementales. Donc c'est des sujets que je connais assez bien aussi. Et donc sur là, tout ce qui vient d'être dit, effectivement, moi je partage, François comme Pierre l'ont dit, il y a des tendances lourdes qui sont évidentes. Le consommateur a besoin de refaire du lien avec le producteur, il l'affirme de plus en plus fort. Ce qui veut dire qu'on l'avait perdu.
Oui, on l'avait perdu. Et oui, est-ce que là encore, je vous pose la même question, est-ce que là encore on sait mettre des mots et des raisons, des causes de cet éloignement? Pourquoi est-ce qu'on a perdu le... Alors oui, lien. moi c'est une analyse, une analyse personnelle, qu'on partage quand même. Mais bon, moi je suis pas de ceux qui vont accabler les agriculteurs en tant que tels. On est dans un contexte qui nous a conduit à ça, mais depuis 50 ans. Mais il n'y a pas que les petites fermes qui ont disparu, ni les petits agriculteurs, c'est tous les petits commerçants, c'est la grande surface qui a remplacé. Et tout ça, ça a formaté tout l'environnement. Hein, ça nous a mis la pression sur la productivité, la taille. On nous a dit qu'il faut remplir des camions. Et donc il y a depuis 50 ans tout un mouvement qui pousse à ça, et tout est organisé comme ça. Et donc je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est un vrai carrefour, il y a une vraie chance parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Donc il y a cette demande du consommateur qui est très forte chez nous, mais en même temps, Pierre le rappelait, et je partage complètement l'aspect que on n'hérite pas de nos terres, mais on la transmet aux générations futures. Ça ne concerne pas que les agriculteurs. Je pense qu'il faut aussi que tous les consommateurs se posent cette question-là dans leur acte d'achat. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a un certain nombre d'accords économiques qui sont en train de se signer, où on nous fait croire qu'on va gagner de la croissance. En fait, on est sur des pouillèmes de points. Et alors, on a des gens qui essaient de travailler, de faire bouger les lignes dessus, et on nous amène en même temps une offre à des prix complètement dérisoires, où on rémunère pas la main-d'œuvre, on n'est pas durable. Et donc, tant qu'on n'aura pas une gouvernance globale qui prendra vraiment en charge la production durable, on aura du mal. C'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. Hein. Mais c'est quand même une complication, et c'est ce qui a façonné l'agriculture là depuis des années. Bon, pour autant, nous, même si on a souvent eu des débats avec Pierre et François en session de chambre, parce que ça fait déjà un moment qu'on se côtoie, on s'est toujours battu dans la Manche pour avoir une politique des structures rigoureuses. Certes, on a souvent entendu dire qu'on ne l'était pas assez, mais bon, les résultats sont quand même là parce qu'on a réussi à maintenir un tissu rural, un tissu d'agriculteurs et des tailles d'exploitation où ça a moins flambé qu'ailleurs. Hein, mais c'est pas simple, il faut toujours se bagarrer parce qu'il y en a toujours qui ont envie de... Mais bon, moi je pense que ça reste le bon choix parce que bon, les problèmes de vivabilité, alors... Vous avez évoqué des chiffres, je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi forts, parce que les problèmes de célibat et de suicide, c'est des vieux soucis qu'on a en agriculture. On n'en parlait pas avant. Donc maintenant, on ose en parler. Je crois que c'est nouveau. Le fait que les choses soient mises sous l'éteignoir, effectivement, on manque de statistiques. Mais c'est plus fort. Ne pas en parler, c'est déjà un marqueur. Oui, non, mais l'absence de chiffres. C'est vieux, ces problématiques-là, et ça prend des proportions, parce que... Quand vous êtes tout seul dans un monde qui est vivant, où vous avez plein de voisins, vous en croisez 4 par jour, vous n'avez pas l'impression d'être tout seul. Quand vous êtes tout seul au fond de votre ferme, que le premier voisin il est à 500 mètres, que vous voyez, même pas tous les jours maintenant, le facteur ou l'inséminateur et vos contacts, ça se limite à ça, et ben c'est pas étonnant qu'il y ait des gars qui pètent les plombs au bout à 40-45 ans, quoi. Et on a à mon sens, des vraies questions aussi qui sont posées. Hein. On est sur un modèle d'agriculture où on investit dans nos corps de ferme, et puis nos maisons sont au milieu des élevages. Et quand je regarde les choses aujourd'hui avec un peu de recul, et on a vu des débats, Pierre et François étaient là parce qu'il y a une vingtaine d'années à la Chambre, où on avait dit ça sera soit ceux qui voudront construire, ça soit une maison de service au milieu du corps de ferme, ou si vous voulez la mettre, ça ne sera pas au bout du chemin à 400 mètres, vous irez au village avec les autres. Et au bout de 20 ans, on peut regarder. Et moi, ce que je vois, c'est que les gens qui ont fait le choix d'aller se mettre au village, ils sont beaucoup mieux intégrés, ils sont beaucoup mieux rythmés, parce que ils prennent leur boulot, et puis ils retrouvent les copains à 7 heures. Et ceux-là, ils pètent pas les plombs. Donc c'est un deuxième élément de réponse. Parce que c'est parfait, vous anticipez les futures réponses. On a déjà identifié avec l'assertion de François Dufour sur la question de l'agrotourisme, qui pouvait être une forme de réponse. Vous en donnez une autre, puisque vous avez pris soin d'élargir, de remettre dans un contexte beaucoup plus global, c'est en allant jusqu'au consommateur, ses pratiques, ses choix, remettre l'agriculture au cœur du débat, et vous la remettez aussi sur la place de l'Église. Au final, le tissu social, c'est éviter cet isolement à tout crin et être dans le quotidien du reste de la communauté, au final.
Enfin, ça me paraît fondamental. Hein. Enfin, quand vous n'êtes pas intégré dans la société, et vous ne pouvez pas vous intégrer dedans si vous vivez pas avec. Hein. Et en fait, ce qui a masqué tout ça il y a 50 ans, c'est que le monde agricole vivait avec le monde agricole. Hein, Forme de consanguinité, au final, d'isolement. Forcément, on était tellement majoritaire qu'on ne se posait même pas la question de savoir si les autres existaient. De temps en temps, ça transpire encore d'ailleurs. Alors, est-ce que on va changer d'univers juste après. Non, mais gardez le micro une demi-seconde si vous voulez bien. Est-ce que cet état de fait ne peut pas avoir un lien avec ce qui est devenu l'agriculture, et je pense notamment en termes de dimensionnement? Est-ce que la taille, on a parlé remembrement dans l'histoire de l'agriculture, et on a bien obligé de convoquer les chiffres sur la taille des exploitations. Est-ce que ça n'a pas eu une influence directe sur de grands ensembles et donc peut-être un isolement? Question naïve. Enfin, je ne sais pas lequel est la conséquence de l'autre. Hein, bon, après, la taille, on a des débats sur la taille en France. Il se trouve que je travaille aussi avec des collègues chinois là, depuis 1 an et demi. Ils sont intéressés par travailler avec nous parce que ce qui les intéresse, c'est les petites fermes à la française. Donc ça m'a interpellé hein, quand on m'a dit ça la première fois. On peut donner peut-être juste un éclairage, puisqu'on parle du dimensionnement des exploitations. On le disait tout à l'heure, la Manche est le premier département agricole de France, mais il a aussi une autre particularité. Il est le deuxième, je crois, après la Haute-Marne, en termes de taille d'exploitation et de nombre d'exploitations sur un département. Donc apprenez à parler le mandarin dès maintenant, parce qu'apparemment, on nous observe de loin aussi. Enfin, ça m'a surpris. Et effectivement, quand on pose, quand on regarde, qu'on met le focus sur la France, effectivement, on a ces débats-là. Quand on regarde ce qui se fait autour de nous, ne serait-ce que nos voisins allemands avec les Länder, on n'est plus du tout sur les mêmes tailles d'exploitation. Quand on va vers l'Ukraine et la Russie, ils sont restés formatés de l'organisation soviétique. Hein, donc, on n'est pas sur le même type d'exploitation. Quand vous allez aux États-Unis, aux USA, Canada, il y a déjà longtemps que c'est formaté comme ça. Le Brésil, l'Argentine, alors là, ça galope. Et c'est encore à une autre dimension. Hein, mais c'est, enfin, bon, moi c'est La Manche, dernier village agricole. Non, du je monde. sais pas si c'est le dernier. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on nous regarde comme ça et qu'on nous dise finalement c'est peut-être pas un mauvais modèle. D'accord. Parce que ce qui les intéresse, c'est la qualité de nos produits derrière. Hein. Et Pierre le sait bien, il travaille aussi. On est dans la même coopérative. Donc bon, faut rester assez froid par rapport à ça, mais bon, être conscient de qui on est malgré tout et de ce qu'on conscient. incarne. De toute façon, enfin, ça a été dit par mes collègues, il faut être bien dans son milieu, bien. Et c'est Pierre qui disait, il faut bien le vivre, quoi. Hein, bon. Alors, moi, avoir une exploitation de 1000 hectares avec des champs en perte de vue, ça m'intéresse pas. On entend bien que soit par le dimensionnement, soit par les parcours techniques aussi. On entend bien une agriculture plurielle. Et Gérard Dufy, vous allez pouvoir prendre encore un petit peu large, parce que si on parle de méthode, de manière etc., vous êtes vous formateur au Bec et Loing, donc quand même une place un peu emblématique. Vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est que le Bec et Loing dans un premier temps. D'accord, déjà me présenter, parce que bon, je suis le seul ici à pas être paysan en fait, hein, je ne suis même pas agriculteur. Hein. Moi j'ai un parcours complètement différent, je suis fils de paysan en fait. Hein. C'est-à-dire que mes parents étaient agriculteurs, ils avaient une ferme en fermage de 28 hectares dans le pays de Caux. Et puis on était 4 enfants, et comme on n'était pas trop mauvais à l'école, on a fait un parcours complètement différent. En fait, j'ai vécu ma vie en tant qu'ingénieur construction. Et c'est quand je suis arrivé à l'âge de 60 ans où je savais que j'allais avoir du temps, mais en même temps plein de questionnements, parce que toute ma famille est dans le monde agricole. Hein, et j'ai vécu tout ce qui s'y est passé entre le moment où j'étais gamin et puis le moment où je suis arrivé à l'âge de 60 ans, avec plein de questionnements aussi par rapport au devenir de la planète, quoi, en final. Et quand arrivé à 60 ans, sachant que j'allais avoir du temps, l'idée, le jardinage m'a toujours intéressé. J'ai trouvé par hasard sur Internet un endroit où je pouvais me former un peu plus en jardinage, qui était le Bec et Loing. Et j'y suis allé poursuivre 4 stages d'un week-end, hein, répartis sur l'année. Et à cette occasion, il y avait une semaine qui était les fondamentaux de la permaculture. Mais la permaculture, à l'époque, c'était en 2013, j'avais même pas une vague idée de quoi il s'agissait. Peut-être qu'on peut en profiter pour répondre
si ce n'est la bonne parole, au moins avoir une valeur Une idée. pédagogique. Qu'est-ce que c'est que la permaculture? Ben, la permaculture, finalement, c'est observer un petit peu le vivant et faire avec le vivant pour, on va dire, permettre à l'homme de durer sur la planète, quoi. C'est un peu ma vision, mais bon, qui regroupe un petit peu plein de choses, hein. Mais la permaculture, c'est ça, c'est faire avec le vivant et voir comment l'homme peut s'inscrire sur la planète à long terme en respectant le vivant. Voilà. Pour une définition un petit peu simple, hein. Donc vous avez trouvé dans cette méthode quelque chose qui répondait à vos aspirations Oui, je dirais au niveau du ressenti, j'avais un petit peu l'impression d'avoir devant moi un mur pour les générations futures et un mur sans ouverture, en disant vers quoi on va, je ne sais pas, on consomme 12 calories ou 10 calories pour pouvoir en produire une, on utilise du pétrole, on utilise tout un tas d'énergies qui vont disparaître. C'était les questionnements que j'avais à l'époque, quoi. Et la permaculture, finalement, est apparue comme une porte qui s'est ouverte dans ce mur en disant derrière, il y a quelque chose, on peut faire autrement, et finalement, on peut durer. Alors, si on comprend la philosophie, vous avez donné un peu les aboutissements. En termes pragmatiques, quelle coloration ça peut prendre? Comment est-ce que ça peut transpirer dans la sphère publique ou dans une agriculture professionnelle? Alors là, bon, un petit peu, parce que moi, je suis un petit peu à l'extérieur, j'interviens au Bec et Loin depuis 2013 au niveau des formations. Je ne fais pas directement les formations, mais je les assiste, si vous voulez, hein. Donc, bon, je vis un petit peu ce qui se passe. Je suis un observateur, pour le coup, de ce qu'ils font là-bas, hein. Et bon, en fait, c'est du maraîchage. Et Charles et Perrine, qui ont eu un parcours où ils étaient pas dans le milieu agricole non plus, ils faisaient tout autre chose, Qui hein. sont la colonne vertébrale Qui de sont la l'endroit. colonne vertébrale, voilà, hein. Donc lui a fait un peu le tour de la planète avec son bateau, avec des enfants, il a produit des films, il a produit des bouquins aussi, jusqu'au moment où il a eu envie de se poser. Et en fait, quand il s'est posé au Bec et Loin, il s'est posé comme jardinier, simplement pour se trouver un endroit où se poser et jardiner. Et au bout d'un moment, il a eu l'envie de devenir maraîcher, pour le coup. Et Perrine l'a rejoint ensuite. Et c'est donc une transition entre le jardinage vers le maraîchage. Et par rapport à tous les questionnements dont je vous parle ici, ça veut dire quel avenir pour la planète, en final, les deux questions, enfin la grande question qui s'est posée, c'est-à-dire si je me passe de toute mécanisation, et si je veux faire du maraîchage à la main, est-ce que c'est viable? Et que puis-je produire avec mon travail, quoi, avec les connaissances que l'on a aujourd'hui, qui ne sont pas celles que l'on avait après-guerre. Donc pour le coup, il y a une étude par le biais, bon, il y a eu des hasards qui se sont présentés, notamment une relation avec une personne de l'INRA. Une étude a été menée. L'idée, ça a été de dire, on va cultiver 1000 m², et ces 1000 m², on va les cultiver à la main, et on va voir ce que l'on peut produire sur 1000 m² et le travail que ça demande. Donc c'est une étude qui a été menée pendant 3 ans. Et cette étude a montré quoi? A montré que c'était tout à fait possible de produire à la main, mais ça on le savait déjà, hein. Que sur 1000 m², dans un premier temps, la première année, il y a eu un chiffre d'affaires qui a été dégagé qui est de 32 000 euros. Quand on dit 1000 m², c'est 1000 m² cultivés vraiment, hein. Et les 2 années qui ont suivi, ce chiffre d'affaires a été augmenté. Donc toujours sans mécanisation, hein. Et la conclusion, ça a été aussi de dire que pour occuper une personne à temps complet, un équivalent complet, on ne pouvait pas cultiver 1000 m², on pouvait faire, il fallait faire moins, quoi, en fin de compte. Donc c'est de la micro-agriculture bio-intensive. Pour que la main soit efficace, il y a un certain nombre de techniques qui doivent être développées, et ces techniques-là, c'est celles qui ont été développées au Bec et Loin. Voilà. Et dans un même temps, bon, c'est un lieu qui est à forte occupation humaine, pour le coup. C'est un endroit où il y avait une biodiversité, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure, qui était celle de la région, hein. Et la biodiversité a explosé dans le même temps. Donc voilà, le constat qui a pu être fait pendant ces quelques années, depuis entre 2013 et 2015. Alors, est-ce qu'on peut poser une question commune, puisque vous avez pris soin de détailler vos propos avec des chiffres, des revenus? Est-ce que chacun d'entre vous veut bien s'emparer de cette question-là? Est-ce que ça résiste aux réalités que vous connaissez? Et puis après, j'aimerais qu'on revienne vers vous pour que vous ayez pris soin de nous parler de la race normande. Et ça peut-être c'était quand même un argument premier dans la manière de vous raconter, de nous dire quel sens ça a. Juste sur la question de ce revenu, vous pouvez en 2 secondes nous redire les chiffres pour que ce soit bien clair pour tout le monde? Alors je parle de chiffre d'affaires, hein. Je parle de chiffre d'affaires sur 1000 m², puisque c'était l'échantillon d'études. Le revenu était de 32 000 euros sur la première année, il est monté la 3e année, parce que évidemment l'expertise augmente, hein. Chiffre d'affaires.
chiffre d'affaires, donc troisième année, il est monté à 50 000, au-delà de 50 000 euros. Donc ça, il y a un rapport qui existe, qui est consultable par tout le monde sur Internet. Vous pouvez simplement sur le site Bec et Loin, il suffit d'aller le voir. Il y a tous les chiffres qui sont détaillés. Monsieur Chambre d'agriculture, Monsieur Faucon, vous voulez réagir peut-être à ces chiffres? On entend bien qu'il y a deux colorations, il y a le chiffre d'affaires et la question du revenu qui sont bien distinctes. Bah oui. Bah après, de toute façon, quand on travaille à la main, effectivement, le chiffre d'affaires et le revenu, je ne vais pas dire qu'ils se confondent parce qu'il y a peut-être un peu d'achat autour. C'est vrai que quand on est dans un système beaucoup plus intensifié avec la mécanisation, du coup, chiffre d'affaires et revenu, c'est deux notions complètement différentes, quoi, hein. Et donc, bon, dans les systèmes qui se sont mis en place, ça que j'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, on est sur des ratios de chiffre d'affaires ramenés à l'actif qui sont bien plus importants, mais les taux de charge sont nettement plus importants, quoi, hein. Et par rapport à cette question-là, parce que la question des revenus est de plus en plus criante, il faut bien voir qu'on est passé, tout ce système-là s'est mis en place comme je l'expliquais tout à l'heure, avec l'évolution des modes de consommation et ainsi de suite, donc ça a structuré les choses. On avait une politique agricole commune qui avait quand même cadré les choses et qui avait encadré les prix, un système de prix agricole en fait où il y avait peu de fluctuations, où il y avait au moins des filets de sécurité qui étaient très efficaces. Et donc, quand on est dans un système linéaire, ça se gère. C'était pas toujours simple pour tout le monde, mais ça se gérait. Depuis plus de 10 ans maintenant, depuis 2003 en fait, où il y a eu une réorientation de la PAC et on n'a plus du tout cette politique de soutien des prix, et ça s'est transformé en des aides à l'hectare brut, point barre. La fluctuation est apparue avec l'ouverture des marchés et du coup on est dans des contextes beaucoup plus fluctuants et ces systèmes très intensifs sont certainement pas les plus résilients aujourd'hui. Ça c'est clair. Et d'où les réflexions. Pierre a été un des premiers sur le département. Il était aussi dans un contexte sur son exploitation. Je me suis souvenu. Il semblerait qu'il y a un consensus. Si tout le monde opine du chef, il semblerait qu'il y a un consensus autour de cette question. Donc, oui. Est-ce que, par exemple, voulez-vous apporter aussi un éclairage par rapport à cette question? Donc, on vous a entendu tout à l'heure, mais vous êtes éleveur laitier bio, donc il y a quand même une coloration marquée sur votre activité. Je ne sais pas si c'est marqué, mais c'est en cohérence. Non, mais on a, même sans s'intéresser beaucoup à la chose agricole, le TF1 de 13h, le 20h, etc. Oui, on a entendu parler de la question du lait, de la rentabilité, la rétribution, la manière dont on vit dans cet univers. Évidemment, mais l'économie est compliquée. Aujourd'hui, on est dans la mondialisation, mais il y a des grosses disparités dans les revenus, quel que soit le système. Donc il faut d'abord être un bon gestionnaire. C'est un peu compliqué. Le métier de journaliste, c'est faire du plagiat, donc je vais vous piquer la question. Est-ce qu'à parcours égal, un autre éleveur laitier bio, d'éleveur laitier bio à éleveur laitier bio, on trouve la disparité que vous évoquez, ou alors est-ce que c'est plus lié à des parcours ou à des dimensionnements d'exploitation? On peut la trouver. Le chiffre d'affaires, pour moi, ça n'a pas d'importance. Après, on a les charges fixes, les emprunts, parce qu'il y a du capital. Alors ça, c'est très variable en fonction de l'investissement, du matériel. Le foncier, si on est propriétaire ou fermier, et à quel niveau de fermage. Et après, on a les charges opérationnelles. Alors, moi, les charges opérationnelles, elles sont à zéro, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, les charges fixes, elles sont indiscutables, notamment sur l'accès au foncier, que ce soit fermier ou propriétaire, il y a des annuités. Donc, c'est très compliqué. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que moi, je gagne très bien ma vie. On laisse un blanc s'installer pour que tout le monde prenne bien la mesure de cette remarque. Et il y a, je gagne bien ma vie, surtout quand on fait le rapport à l'heure de travail. Parce qu'on peut aussi très bien gagner sa vie et travailler 70 heures. Moi, j'ai toujours revendiqué les 35 heures en agriculture. Alors, c'est pas 35 on revient heures, à cette notion de qualité de vie. Toutes les saisons. Et à une qualité de vie, mais c'est aussi par rapport à la société. Quand les enfants, quand les frères et sœurs ont un rythme de vie, on ne peut pas être en marge. Donc ça a son importance.
la qualité de vie, le revenu horaire, c'est quelque chose d'important. Et donc ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. Ce qui compte, c'est l'excédent brut d'exploitation, ce qu'on dégage, la valeur ajoutée qu'on dégage. Donc ça, bon. Alors, et justement, on François va Dufour. parler dans le détail, mais... Oui. Et alors ça, c'est un des problèmes de l'agriculture, et Philippe le rappelait. C'est vrai que depuis 30 ans maintenant, je tiens mes cahiers comptables à disposition. C'est quelque chose de tabou. Dire qu'on gagne bien sa vie en étant paysan, c'est un scandale. Ben, je dis non, c'est normal. Et ça, c'est peut-être une des causes du malaise agricole aujourd'hui. Et donc la manière de se raconter à l'autre, à de l'extérieur. se raconter à l'autre. Et un phénomène, Philippe l'a rappelé, c'est la PAC. Aujourd'hui, plus tu produis, plus tu touches d'aide. Et il est quand même insensé qu'il y ait des exploitations qui touchent plus d'aide, qui n'ont de revenus. Et mon père, qui est en fin de vie, il disait, dans 50 ans, dans les livres d'histoire, quand on parlera de l'Europe et de la PAC, il dit, mais t'es fou à cette époque-là. Justement, François Dufour, vous qui avez une Oui. lecture large de par votre activité, plusieurs branches, est-ce qu'on peut adapter ce modèle-là ou est-ce que vous avez constaté des choses différentes selon les filières? Moi, le parcours est le même que Pierre Aubril. Si sur une exploitation de 24 hectares à l'époque en fermage, nous étions à la 4e génération de Dufour sur cette ferme en fermage, et là c'est la 5e avec les enfants, si nous n'avions pas mené pour résister à la pression économique et changer le système de développement, si nous n'avions pas mené une réflexion et une action vers une agriculture, ce qu'on appelle plus autonome ou plus économe, j'ai travaillé avec André Pochon, le SEDAPA des Côtes-d'Armor, un groupe d'éleveurs qui réfléchissait à comment se passer du soja américain ou brésilien dans les rations en mettant les prairies et les légumineuses en capacité d'enrichir le sol en azote et de nourrir les vaches pour équilibrer la ration. C'était ça le débat. C'était le début des années 80. 5 ans après l'installation, installé en 76 en pleine sécheresse, tout le monde connaît, et dans les plus anciens d'entre vous, c'était une année très déficitaire au 31 décembre. Installé le 1er juin. On a dit dans 3 ans, c'est fini. On m'a proposé d'autres solutions, c'était de dire 24 hectares, c'est pas viable, il faut s'agrandir, il faut retourner à la banque. On a dit, il n'est pas question, nous on veut une qualité de vie. Donc on a commencé à réfléchir au modèle de développement. Et la manière dont on a géré progressivement la situation, c'est que plutôt que de continuer à faire ce qui était inculqué à l'époque, faire grandir les surfaces en maïs fourrage et acheter du soja extérieur, on a dit on va remettre les prairies, qu'on avait quand même fait disparaître à peu près à la moitié de l'exploitation. Hein. On a remis quasiment la totalité de la ferme en prairie. En 88, tout le monde était revenu en prairie, tous les hectares. Et depuis, financièrement, ça va bien. On a retrouvé notre autonomie financière, notre autonomie de décision, notre autonomie en protéines, puisque les légumineuses, les luzernes et les trèfles ont remplacé le soja. Et à partir de là, on a commencé à vivre bien. Donc ce qui fait qu'après la ferme est passée à 34 hectares parce qu'il y a eu des opportunités et qu'on avait aussi envie d'embaucher à un mi-temps, parce que j'étais déjà dans le militantisme, quelqu'un qui venait nous seconder, ça nous a permis de le faire, tout en militant sans être indemnisé, parce que toujours, on n'a peut-être pas fait le bon choix à ce moment-là, on n'était pas indemnisé sur les kilomètres que nous faisions. Or moi j'avais la particularité d'accompagner beaucoup de gens en difficulté et que j'y passais mes soirées et mes kilomètres en voiture. Donc on n'avait pas le droit à l'erreur, y compris d'abord personnellement, familialement, y compris aussi pour l'image que nous donnions de l'agriculture que nous défendions. Et on s'est rendu compte que si j'ai pu installer les enfants sur la ferme, enfin, s'ils ont pu s'installer, parce que je ne vais pas prendre leur place, c'est eux qui ont choisi de venir, mais on leur a transféré l'exploitation. Bon, la reprise du capital d'exploitation, ça fait 2 ans et demi. Bon, je ne vais pas parler à leur place, mais financièrement, ils vont bien. Ils vont très bien. Ils n'ont pas le salaire qu'ils avaient à l'extérieur, mais si vous compensez le revenu qui se prélève chaque mois de la ferme avec la qualité de vie qu'ils y mettent, en échange de plein d'autres choses, parce que tout n'est pas argent, ils sont très heureux. Et aujourd'hui, ils peuvent témoigner de ce qu'ils vivent. Voilà, donc je pense qu'il y a ce problème-là. Mais le phénomène qui n'est pas réglé dans l'agriculture. Aujourd'hui, vous avez posé la question tout à l'heure, quelle agriculture demain? Il y a 2 phénomènes qui en ce moment vont en parallèle. C'est que d'un côté, il y a effectivement une avancée vers plus d'autonomie, voire aller jusqu'en labellisation ou en agriculture biologique. Et en même temps, quelque chose qui m'inquiète,
non pas que je sois contre une modernisation accrue des exploitations, mais la robotisation qui arrive dans les fermes. Elle peut être un bien pour aider à une meilleure qualité de vie, mais elle implique quand même qu'à partir du moment où, en région d'élevage, comme est la Normandie, que les troupeaux alimentés et tournent dans des systèmes de robotisation, vont demander de plus en plus un fourrage que l'on va apporter à l'auge, c'est ce qui est en train de se faire, ça va coûter de plus en plus cher. Je ne choisis pas ou contre, mais ça va renchérir les coûts de production et ça va poser un autre problème. Pourquoi? Parce que l'agriculture, elle est, Pierre Auvry l'a dit tout à l'heure, elle est dans les mains de la mondialisation, ce que j'appellerais plutôt de la globalisation. J'ai suivi ces dossiers-là sur le plan international. Entre 1999 et 2006, j'ai eu l'occasion d'accompagner des délégations à Seattle, à Doha, à Cancun, à Hong Kong, au moment où se négociait la marchandisation de la planète. Organisation mondiale du commerce. L'agriculture est rentrée dans le processus et on nous a fait croire que c'était, bien sûr, pour lutter contre la pauvreté et la misère et des peuples et le droit des peuples à se nourrir. On est là pour signer cela. Sauf qu'au final, je me suis surtout rendu compte dès le début que l'agriculture allait être prise en main dans un modèle agricole où les paysans allaient perdre leur autonomie. Pour preuve, le prix agricole payé chez les producteurs de lait ou de viande ou tout autre producteur, c'est pas la même chose avec les fruits et légumes pour les petits producteurs qui vont sur les marchés, mais tout ce qui va sur le marché international et tous les excédents qui vont sur le marché mondial sont à un prix mondial qui est quasiment partout et qui est fait de surplus, avec notamment des financiers qui gèrent cette situation. C'est complexe, mais ça conditionne l'agriculture. Or, aujourd'hui, si on veut remettre le vrai débat sur le revenu paysan, avec des conditions de vie potables pour qu'on retrouve de la main-d'œuvre dans les campagnes et que les paysans vivent normalement et soient respectés et non esclaves, il va falloir que, au sein des négociations internationales, ça nous éloigne. Les chefs d'État et de gouvernement doivent se remettre autour de la table en disant la souveraineté alimentaire des peuples, c'est-à-dire du droit des peuples à se nourrir eux-mêmes sur chaque continent, ça n'empêche pas les échanges, ça n'empêche pas de manger des produits exotiques, mais qu'on se pose cette question sous l'angle de souveraineté alimentaire plutôt que de globalisation, parce que la globalisation, ce sont des traders et des financiers qui s'emparent du paysan. On l'a vu avec la crise de 2008, financiarisation, boursicotage, changement de prix du blé à la bourse de Chicago à 8 fois la même nuit ou le soja, on a vu comment ça a mis des paysans en situation je dirais, d'exclusion totale, y compris en affamant l'Afrique qui, on a connu les émeutes de la faim. Imaginons, on est dans cette situation-là. C'est ce que vit le monde agricole. Et voilà qui est intéressant, on a pu faire des... Excusez-moi d'aller sur ce débat-là, mais c'est la clé de voûte. La question du début, c'est bien celle-ci. Et ce sera aussi la question de la fin. On a fait des cercles un petit peu concentriques, puisqu'on est allé jusqu'à la place du village, on a épousé le cercle familial, on a pris le large avec les bourses, etc. Mais on a aussi promis que chacun puisse poser sa parole et le temps de donner différents points de vue. Or, Philippe Faucon, quand on a parlé de robotisation, tout à l'heure je vous ai vu opiner du chef, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord avec les assertions de François. Si vous voulez rajouter quelque chose, faites-le. Et après, je reviendrai vers vous avec deux questions. Une question qui sera commune, qui est celle de la conclusion, c'est qu'est-ce qu'une agriculture durable? Et j'aimerais bien que chacun donne son sentiment pour appliquer son filtre, voilà, donner sa lecture. Et puis je vous poserai une question un peu plus proche, puisqu'on parlait de race normande tout à l'heure. Quel sens vous donnez à ce quotidien-là et ces choix-là? Donc Philippe, si juste vous voulez réagir sur cet aspect. Oui, si c'est pas en opposition à ce qu'a dit François. Bon, ça fait 20 ans, moi je suis robotisé dans la traite, hein, donc j'ai quand même un certain recul par rapport à ça. Et bon, moi ce que je dis, le robot c'est un outil. Après, il y en a qui sont partis vers la robotisation dans la traite parce qu'ils aimaient pas traire. Alors, pardon, juste pour ce que disait François Dufour, ça n'est pas tant l'outil, c'est ce qu'il conditionne, notamment en amont. J'y viens. Hein, donc, et en fait, beaucoup ont raisonné le robot en robotisant leur traite. En fait, moi, ce que je pense, et je l'ai toujours affirmé dès le départ, c'est bon, on construit un système autour du robot. Alors, en fait, on a mis des robots dans les bâtiments.
Ça s'est fait d'ailleurs dans le Finistère et il y a des gens qui cheminent là-dessus parce qu'il faut remettre les vaches à l'herbe. C'est ça vraiment un truc qui a du sens. Et l'herbe pâturée, c'est ce qui coûte le moins cher et c'est ce qui coûtera durablement le moins cher. Et donc l'idée, je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler, et quand on le prend comme ça, c'est tout à fait durable, c'est de remettre le robot dans le milieu des pâtures. Hein, donc bon, après, effectivement, il y a un investissement autour, il y a de l'organisation, il faut que le lait chemine, mais c'est pas du tout aberrant comme système. Hein, ça restera de toute façon un robot, ça traite 60 vaches par jour. Enfin, oui, en gros, hein, ça a une capacité de 60 vaches, plus ou moins, suivant ce qu'on demande de nombre de traites. Mais donc du coup, on aura des troupeaux qui vont pas flamber. Ça permet d'utiliser un système de pâture dans des lots de 30 à 40 hectares qu'on trouve encore couramment. Hein, parce que, comme le disait François, il y a moins d'exploitation, les gens se regroupent, mais n'empêche que la conséquence, c'est qu'on fait grossir la taille des troupeaux et de les faire pâturer, c'est plus compliqué. Hein, et donc on a un vrai défi au niveau de la structuration du foncier qui nous est posé. Et je pense qu'il faudra d'ailleurs, enfin ça va faire l'objet d'un débat tout à l'heure, mais je partage complètement qu'il faudra préserver les exploitations qui sont viables. Par contre, je pense qu'il va falloir revoir un peu l'affectation du foncier dehors de la transmission des exploitations pour les restructurer, pour que nos systèmes puissent pâturer. J'anticipe, est-ce que ça peut être votre définition du durable? Quelle définition? Je suis obligé d'accélérer un peu parce qu'on est tous gourmands de la parole et on a d'autres débats qui vont s'installer juste derrière. De toute façon, enfin, ma définition du durable, c'est quelque chose qui prépare l'avenir et qui maintient les potentialités, alors à la fois de mon sol, à la fois des animaux et à la fois des humains, hein, donc de tous les acteurs. Et on voit bien on s'est laissé emmener dans des systèmes qui sont pas durables. Donc aujourd'hui, on est en train de les corriger. Il y a des gens qui, comme Pierre et François, qui il y a longtemps alertent sur ces sujets-là. On a souvent eu des débats là-dessus. Mais bon, moi, ce que je vois, c'est que les choses sont en train de bouger. Enfin, tranquillement, mais de façon très certaine. Hein. Si je prends même moi sur mon exploitation qui est restée complètement conventionnelle, je consomme quasiment plus d'engrais aujourd'hui, alors qu'il y a 30 ans, on en achetait et je produis toujours autant. Au niveau phyto, on en consomme encore un peu, mais je crois bien qu'il y a 10 ans que j'ai pas acheté d'insecticides. Les herbicides, on a divisé par 5 sur l'exploitation. Les antibiotiques, c'est la même chose. Les vermifuges, j'en utilise plus, moi. Donc il y a une réflexion. Donc il y a des réflexions. On amende son travail, on continue de. Puis on voit bien dans nos groupes de développement à la Chambre d'agriculture, il y a plein de choses qui se font dans nos réseaux, partout, des gens qui testent. Alors c'est vachement intéressant, mais ce que je trouve un peu dramatique, c'est que la France, elle a complètement désinvesti la recherche. Moi, quand j'étais jeune, l'INRA, c'était quelque chose. On avait besoin de nouvelles techniques. Aujourd'hui, il n'y a rien. Tu sais qui fait le boulot, c'est les paysans qui sont en train de se réapproprier ça, et puis qui vont chercher les fondamentaux de l'agronomie, on cherche à se les réapproprier parce qu'on n'a plus d'encadrement ou pas assez. Gérard Duvis, je vous invite à être dans les starting blocks pour présenter un modèle peut-être alternatif. Et juste avant, j'ai fait une promesse 2 fois. François, donc, on le redit, éleveur bovin, donc deux questions. J'aimerais quand même que vous avez pris soin de dire que vous aviez des vaches normandes. Ça rentre avec une forme d'actualité si vous avez suivi les histoires d'évolution du cahier des charges, du camembert fabriqué au lait cru, etc., etc. On va réinstaller des quotas un petit peu différents chez les 2 filières, c'est-à-dire en lait cru et en pasteurisé. Donc pourquoi et quel sens vous trouvez avoir des races normandes, puisqu'on a entendu le mot Holstein aussi scandé tout à l'heure dans votre démarche, et puis si vous voulez nous dire aussi quel sens vous donnez au mot durable dans l'agriculture. Donc, pour la première question, la normande, du fait de avant tout la mixité de ses produits, c'est-à-dire on n'a pas un animal qui a une seule fin, l'importance d'élever un bovin, donc voilà, la différence de l'exemple de tout à l'heure, la plupart de mes surfaces, je pense, pourraient pas accepter de production légumière du fait que quand on a de la tourbe ou des marais, c'est les espèces ruminants qui sont les plus adaptées à ces surfaces-là.
Ça n'empêche que quand même il y a quelques parties où ils sont en culture. Et donc culture fourragère. Et du coup la normande, parce que en élevant un jeune animal, vous allez avoir une production de lait, donc avec de la matière protéique et de la matière grasse, qui est faite historiquement sélectionnée par mes prédécesseurs pour produire des fromages, notamment du camembert, mais pas que, et du beurre et de la crème principalement. Donc voilà, une recherche, une longue sélection de cette race, qui à la base est un croisement. Hein. C'est un croisement, déjà, je sais pas, on parlait pas de globalisation à l'époque, mais je vois qu'il y a la limite de l'autonomie, ça ne veut pas dire autarcie, ça veut pas, on peut le dire concrètement, puisqu'il y a un rameau de la race Durham, donc qui vient d'Angleterre, donc comme quoi... Dont on a goûté un excellent beurre à la baratte hier. Eh ben, nous on avait un... Oui. Donc voilà, donc... ça, et donc la partie production laitière, et également la valorisation des réformes laitières, puisque Alors, on a eu un Réforme laitière, je suis pas sûr que tout le monde. une fois qu'un animal a fini sa carrière en lait, on l'engraisse pour en faire de la viande. Voilà. Et donc sur cette partie-là, et également donc quand vous avez un vélage, vous avez la surprise de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Et donc l'avantage aussi de cette race, c'est de pouvoir avoir un débouché économique, que ce soit pour la femelle que pour le mâle. Et puis l'effet historique aussi du fait que la Normande en Normandie a un lien fort patrimonial, mais je pense pas que au niveau terroir, même si aujourd'hui on a une mixité, eh bien. Tout le monde semble d'accord. Et voilà, une mixité dans les courants de sang qu'il peut avoir, hein, parce que je rappellerai juste que le pays où il y a le plus de Normandes dans le monde, c'est en Colombie. Mais le fait est que, voilà, c'est un... Après, ce n'est pas la solution, c'est une des solutions, c'est celle qui correspond à chez moi, à mon système, à mon contexte. En tout cas, vous avez trouvé une forme de durabilité dans l'univers qui est le vôtre. Oui. Vos contraintes, c'est-à-dire un double débouché avec cette race normande, Oui. et ça veut dire moins de dépendance à un marché unique, par exemple. Tout à fait, je pense que au-delà des modèles qu'on peut opposer et qui sont sans doute opposables, je crois qu'aujourd'hui les agriculteurs reviennent aussi à une mixité de leurs clients. Peut-être que le fait de ne pas avoir accès à son client historiquement comme on peut le faire les générations avant, et ben voilà, ça a créé des ruptures de compréhension. Mais aujourd'hui, on peut très bien, parce que je rappelle qu'on est dans la Manche, hein, excusez-moi, il y en a peut-être qui vont être choqués, mais dans le fin fond de la Normandie quand même. Hein, moi, quand j'habite Perrier, enfin voilà. La zone d'achalandise, si on parle en commerce, la zone d'achalandise, voilà, elle n'est pas énorme autour de chez moi, donc c'est pour ça que mes prédécesseurs, entre autres, avaient créé les coopératives pour s'organiser, pour transformer et puis pour voir. Et ça n'empêche que l'ensemble des habitants autour de chez moi peut avoir et doit avoir accès à une alimentation de qualité, et entre autres locale, à définir ce qu'est le local, parce que j'avais participé aux états généraux de l'alimentation et autour de la table on a eu beaucoup de mal à définir ce qu'était local. Et donc pour la conclusion, la durabilité, je reviendrai en fait à mon introduction, c'est donc viable, ça a pu être dit tout à l'heure, avoir des exploitants et des exploitations donc, qui prennent bien en compte dès le début le produit moins charge. C'est le fait notamment parce que on met en avant quand on veut s'installer, on a le dispositif à l'installation aidée. Et donc il y a tout un processus qui fait pour bien maturer son projet, bien le faire évoluer et rester dans une ouverture d'esprit. Et donc voilà, qu'on ait et notamment une période où on confronte son projet avec les autres jeunes ou moins jeunes qui souhaitent revenir au métier d'agriculteur. Et donc la durabilité vis-à-vis de l'économique, vivable, prendre le temps d'évaluer son temps de travail. Aujourd'hui on a des références avec la Chambre d'agriculture ou avec d'autres voisins ou tant de temps en moyenne pour telle ou telle chose, donc essayer d'évaluer sur son exploitation l'impact, et si on fait des choix d'entrepreneur, eh ben, quel impact sera sur
ma vie, mon temps de travail et donc ma vie familiale. Après, sur la transmission, je pense quand même que le fait d'être en association n'est pas un frein, bien au contraire, à la transmission, puisque vous pouvez transmettre une partie du capital ou alors de votre savoir-faire aussi, et de répartir. Et on voit des sociétés où il y a multiproduction, donc avec multi-clients aussi. Comme je disais tout à l'heure, soit une partie qui va majoritairement à l'entreprise de transformation du coin, généralement. Et puis après, d'autres débouchés plus locaux, ou voire même aujourd'hui, parce que la globalisation aussi, si on fait un produit atypique et reconnu pour ça, on peut, avec les moyens technologiques actuels, en faire la promotion à l'autre bout du territoire, à l'autre bout du monde, et trouver d'autres clients. On entend qu'une dimension un peu protéiforme qui vous permet de faire des sessions d'une partie de l'activité, d'une part, ça peut être une des clés. Pierre Aubril, vous êtes sur un format lait, donc un petit peu différent. Votre définition de ce qui serait une agriculture durable? Alors on a déjà entendu un petit peu ce que vous avez ensemencé au tout début, mais si vous voulez compléter. C'est les trois dimensions, économique, sociale, environnement. Environnemental, évidemment, il y a ce qui nous attend demain, la société en général, c'est l'eau, à la fois en qualité et en quantité. On se croit avec des tensions géopolitiques accessoirement. Géopolitique, les modifications climatiques, l'élévation du niveau marin, etc. C'est quelque chose qui nous attend demain. L'air, les paysages, la biodiversité, toute son importance. Économique évidemment, alors ici, localement, mais aussi grand export, etc. Je pense qu'il faut que tout le monde retrouve sa marge. Et puis société. À la fois, on sent aujourd'hui par les médias, par l'information, etc., la société, le consommateur à l'écoute du développement durable. Ce que je voudrais dans la société, à la veille de la modification de la PAC, c'est que les aides PAC reconnaissent justement le développement durable et qu'on ne dissocie pas l'économie de l'environnement. Et je suis élu aussi au parc régional des marais du Cotentin et du Bassin. Il y a un site expérimental, une mission interministérielle, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement. Et l'autre jour, il nous disait on va étudier la rémunération aux services rendus à l'environnement. Et ça serait un vrai progrès et une vraie définition du développement durable. Mais ça passe vraiment par le politique. Voilà une idée force. Est-ce que vous voulez vous emparer développement durable, déjà, je voudrais revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Alors rapidement. Oui, rapidement. On n'a pas parlé du terme de résilience, mais la résilience est importante. C'est sûr que si on s'inscrit dans un schéma linéaire, tel qu'on peut le voir pour justement la production de viande, où on a les aliments viennent de l'autre bout de la planète, hein. Dès l'instant où le circuit disparaît, le paysan disparaît lui aussi, hein. Donc la résilience, pouvoir boucler les cycles finalement, est vraiment importante, même au point de vue alimentaire. Si on imagine, ce serait une utopie de penser que le monde industriel que l'on connaît va vivre sans crise. Les crises, on les aura immanquablement. Et se nourrir en période de crise est important. Donc avoir des paysans qui sont suffisamment résilients pour survivre pendant ces périodes de crise et pouvoir continuer à nourrir la population correctement est vraiment important au niveau sociétal. Donc pour moi, une agriculture durable, puisque finalement c'est la conclusion de ce débat, une agriculture durable, c'est une agriculture qui s'inscrit dans toutes ces dimensions. Ça veut dire qu'il va non seulement respecter les écosystèmes, mais voire les réparer, parce que les écosystèmes aujourd'hui sont quand même fortement dégradés, et le rôle de l'agriculteur, ça va être aussi de réparer les écosystèmes. Les sols sont morts, pour beaucoup, ou tout au moins dans un état de vie qui est quand même dégradé. Donc pouvoir réinstaller des sols vivants, d'une manière ou d'une autre, est vraiment important, c'est sûr, pour la durabilité, hein. Voilà. Ensuite, la résilience au niveau du paysan, et puis aussi la fourniture d'aliments, parce que le rôle de l'agriculteur, c'est quand même de fournir des aliments. Voilà plusieurs pistes qui ont été juxtaposées. On sait que rien n'est possible sans un geste politique. François Dufour. Oui, moi je dirais que la notion de droit et de devoir. Parce que quand on entend dire, par exemple, je regrette, hein, ça peut choquer quelques-uns, moi je suis
pour qu'on arrête le glyphosate maintenant, parce qu'on a les outils pour faire à la place. Donc il faut l'arrêter maintenant. Donc si le ministre de l'Agriculture, que j'ai entendu tout à l'heure sur ma radio préférée du jour, France Inter, entre midi et 13h, Vous avez des mauvaises fréquentations. s'il était là, Stéphane, je lui dirais, écoute, tu peux pas attendre 3 ans ni 5 ans, c'est pas possible. Il faut l'arrêter maintenant parce qu'on a les moyens de faire différemment. Hein. Après, quand je dis droit et devoir, c'est le devoir aussi du politique, ce que je disais, des chefs d'État et de gouvernement, de respecter les paysans. Quand on dit qu'il y a que le nombre de paysans a été divisé par 4, ça devrait alerter quand même. C'est dramatique ce qui va se passer, parce que le problème, c'est que tout à l'heure on citait les pays du nord de l'Europe, je crois que c'est Philippe qui disait, c'est vrai que nos fermes ne sont pas très grandes à côté du nord de l'Europe, mais moi qui beaucoup travaillé avec des Suédois ou des Danois par le biais du réseau européen de la Confédération paysanne, eh bien là-bas on n'installe plus. Et le foncier est devenu la propriété de multinationales et de fonds d'investissement ou de fonds de pension. Ça va poser la question de la souveraineté des peuples à se nourrir. Donc la question des droits et des devoirs. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut relever le niveau de vie des paysans, c'est clair, ça doit se faire. J'espère que les EGA, les États généraux de l'agriculture, vont nous amener à quelque chose. Mais en même temps, le devoir de respecter, parce que la question de l'atteinte à la biodiversité et de l'atteinte à la santé humaine est posée, c'est de respecter les êtres humains, c'est-à-dire que les systèmes agricoles, les agricultures ne peuvent plus mettre en péril les écosystèmes et autres. Or, je regrette, mais on vient de passer 1 mois, là, récemment, avec les semis de printemps. C'est assez affolant dans certains petits territoires, la quantité de terres retournées, parce que la Normandie a perdu 51% de ses prairies en 40 ans. Bon, c'est les chiffres de l'INRA du Haras du Pin. Eh bien, ces quantités déversées sur les cultures retournées récemment, c'est quand même dans l'atmosphère, c'est quand même 30% à peu près de ce qui aurait dû arriver dans le sol, qui repart par la pression atmosphérique jour et nuit dans l'air et que l'on respire. Donc les problèmes sont devant nous. Donc je ne peux pas être catastrophique, mais malgré tout, il faut regarder les choses. C'est pour ça que je dis il faut que les États prennent conscience qu'ils doivent être garants du bien commun, de l'intérêt général, mais ça demande respect et rémunération du travail paysan. Donc on l'entend avec cette somme de témoignages. L'agriculture est un tout, elle est plurielle, elle fait partie d'un tout, vous en faites partie aussi, et vous en faites partie aussi, et tout à l'heure on a promis le fait que vous puissiez vous exprimer. Alors je crois qu'on va battre un record du monde avec la conférence de 3 heures. Je vais vous inviter à formuler des questions, mais de manière relativement courte, si vous le voulez bien, et pour les besoins de la caméra, peut-être que je serai amené à les répéter dans le micro pour qu'on les comprenne bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Peut-être? Oui. Je vous invite peut-être à vous lever pour qu'on vous entende bien, si vous voulez. Annie Charon, j'ai été très intéressée par l'intervention de Bourbry. De tout le monde. De tout le monde, et particulièrement parce qu'il a soulevé le problème de l'autonomie alimentaire sur son exploitation, qui me semble lier tous les problèmes, parce que d'une part, les prairies maintiennent la biodiversité, d'autre part, évitent les importations, la balance commerciale de la France avec toutes les importations de soja, etc., et en plus contribue à la déforestation dans d'autres pays du monde. Donc je pense que c'est primordial, l'autonomie alimentaire sur une exploitation, et d'autre part, ça procède à la bonne marche économique de son exploitation. Donc je pense qu'on est gagnant, 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 gagnant. Voilà, un résumé lapidaire qui fait une autre réaction peut-être, si vous voulez, oui. J'avais une question en fait par rapport au glyphosate. Je serais assez pour aussi l'arrêt du glyphosate, mais après discussion avec plusieurs agriculteurs, j'avais l'argument, mais aujourd'hui on arrive à des doses assez faibles de glyphosate dans le champ et on arrive à réguler à peu près avec ce dosage-là. Si demain on nous enlève ça, on va se rabattre sur d'autres produits qui sont peut-être plus nocifs. Et j'avais du mal à bien comprendre, et j'aurais bien bien avoir votre avis sur les conséquences de l'arrêt du glyphosate. Est-ce que ça ne va pas reporter le problème sur l'utilisation d'autres produits qui seraient peut-être encore plus problématiques? Qui veut s'emparer de problématiques? Moi, je pense que, oui, vous avez raison, c'est le débat que l'on a entre agriculteurs et il faut le poser.
Mais tout à l'heure, je disais que dans beaucoup d'exploitations où l'alimentation à l'auge a mené à ce que 90% des animaux mangent 90% de l'alimentation des bovins soit du maïs en silage, mais il est certain que maintenant, entre deux cultures de maïs ou avec des céréales, on introduit des cultures intermédiaires. Et moi, j'ai du mal à comprendre comment le glyphosate est venu en intercalaire, alors que la restitution de la plante que l'on retourne doit nourrir vers de terre et tout ce qui est nécessaire à la mutation du sol et à nourrir la plante future. On casserait un système avec... Ce qui pose problème, c'est qu'effectivement, il y a une absence de main-d'œuvre dans les exploitations, dans des délais très courts. Et effectivement, c'est rapide d'utiliser du matériel qui va beaucoup plus vite et qui va... Donc, moi, ça m'interpelle. Et quand je dis on a les solutions, c'est qu'effectivement, quand on travaille en agriculture biologique, on est sur des délais plus longs de maturité du sol pour réintroduire une plante au printemps, et que effectivement, il y a beaucoup plus de temps à passer, beaucoup plus peut-être d'énergie fossile à utiliser. Maintenant, voilà, c'est une conviction. On a détruit trop de prairies. Si on remettait plus de prairies, c'est aussi la PAC telle qu'elle fonctionne, la politique agricole commune, son premier pilier. Si on réintroduisait les prairies dans une région comme la Normandie, on garderait sûrement plus de camemberts nobles au lait cru. Même d'acheteurs de camembert au lait cru aussi. Philippe Faucon, je vois vouloir réagir. Je suis désolé, de manière un peu courte, parce que là, on a... Alors, enfin, déjà sur la dernière affirmation de François, non, maintenant les prairies sont primées comme le reste. Hein. On a des primes à l'hectare. Non, mais juste quand même, je ne peux pas laisser de dire que les prairies ne sont pas primées. Non, par contre, le débat du glyphosate, effectivement, c'est devenu emblématique. Et moi, ce que ça cristallise beaucoup. Ça cristallise beaucoup. Alors, François a dit 3 ans, c'est trop long. Moi, je trouve que c'est court. Hein, parce que ce qui vient d'être dit, l'interpellation, c'est que les gens ont besoin... Par ces cours, on revient à la question, vous voulez dire que passer de cette dose, que je vais dire faible par facilité de langage, pour aller très 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 vite, voilà, optimale en tout cas, et le 0, c'est brutal. Moi, je vais mettre en parallèle 2 débats de durabilité. 3 ans pour le glyphosate, et je crois qu'on vient de dire 25 ans pour le diesel. Est-ce qu'il y a équité, hein? Non, mais après, ces 2 débats tout aussi importants en termes de santé publique. Après, moi, ce que je souhaite aussi, c'est qu'on remette les scientifiques et l'évaluation scientifique au cœur du débat, parce que le glyphosate, tout le monde en parle, il y a bien d'autres pratiques, et y compris en production biologique, qui pourraient interpeller. Hein, le sulfate de cuivre, on peut en parler, ça ne contribue pas à la vie des sols non plus. Hein, donc c'est un débat plus... Et d'ailleurs, c'est en débat. Oui, mais je sais, c'est en débat. On pourrait parler aussi des huiles essentielles qui ne sont pas traitées en tant que telles, qui sont traitées comme additifs. Il y a plein de choses autour. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de réinvestiguer avec peu de moyens. Et donc, il faut faire attention à ne pas se tirer trop de balles dans le pied. Et dans le même temps, il faut être assez incitatif ou dissuasif pour que les choses bougent. Je crois que c'est ça le défi qu'il faut qu'on gère. Bon, voilà, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire, mais en tout cas, vous aurez senti que cette question a été traversée par des sensibilités différentes. J'espère qu'on aura établi un équilibre entre les différents points de vue. D'ordinaire, on commence les conférences en disant merci d'être venu. On va finir en disant merci d'être venu, parce que sinon, on parle tout seul et ça n'est pas la même chose.